Le journal sur Al 24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Nombreuses réactions à travers le monde après la profanation de la mosquée Al-Aqsa par un responsable sioniste. L'ambassadeur de la Palestine interpelle le Conseil de sécurité, tandis qu'Alger appelle l'ONU à prendre ses responsabilités. En Somalie, 10 personnes tuées et plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée dans le centre du pays. Conflit en Ukraine, le bilan de la frappe sur Makivka grimpe à 89 morts alors qu'un hommage a été rendu aux militaires tués dans la ville de Samara en Russie. Chan 2022, 18 nations se préparent pour le rendez-vous continental en Algérie. Voilà pour les titres, on entame notre journal par la situation en Palestine après cette nouvelle provocation à Al-Quds et la profanation d'Al-Aqsa par le ministre sioniste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Les réactions à travers le monde se multiplient et qualifient cet acte de violation de la légalité internationale. Les détails avec Lila Gertal. Le dit ministre de la Sécurité Itamar Ben-Gvir d'extrême droite s'est rendu hier sur les lieux saints musulmans de l'esplanade d'Al-Aqsa, provoquant ainsi la colère des Palestiniens, malgré les menaces du Hamas qui ont été immédiates, mettant en garde contre une réaction violente en Palestine. Al-Mansouri, le représentant permanent auprès des Nations Unies, a été clair, appelant à une réaction commune contre ce qui se passe sur le territoire d'Al-Aqsa. Il faut mettre, dira-t-il, fin aux incursions et provocations dans la région qui risquent l'explosion imminente en Palestine. Même indignation de la part des Émirats arabes unis qui appellent avec la Chine le Conseil de sécurité à une réunion d'urgence pour mettre un terme à la situation. L'Union européenne a également condamné cet assaut. Les États-Unis ont également ajouté que toute mesure qui change le statu quo est inacceptable. La Tunisie, pour sa part, condamne l'assaut qualifié de provocation des sentiments des Palestiniens et des musulmans dans le monde, méprisant les décisions de la légitimité internationale. Le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a rappelé la nécessité, voire l'importance du maintien du statu quo dans les lieux saints en réaction à cette prise d'assaut. Même position exprimée par le secrétaire général en personne de l'ONU, Antonio Guterres, appelant, je cite, tout le monde à s'abstenir de prendre des mesures qui pourraient aggraver les tensions, une phrase qui, malgré la condamnation, met victimes et bourreaux au même niveau, ce qui n'a jamais été le cas. L'Algérie condamne avec force cet acte de provocation, un acte en violation flagrante des résolutions de la légalité internationale et en mépris manifeste à l'égard des musulmans et des chrétiens à travers le monde. Alger appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités vis-à-vis du peuple palestinien et réitère son soutien total à la cause palestinienne. Et le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a adressé ce mercredi 3 lettres identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, dans lesquelles il a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à prendre des mesures immédiates pour arrêter l'explosion imminente de la situation en Palestine occupée. Figure de l'extrême droite sioniste et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir marque l'actualité dans les territoires occupés avec ses violations du droit international. Les provocations et les coups de force, c'est sa façon de faire. Sa méthode est de rendre la situation explosive. Il n'hésite pas à mettre le feu aux poudres. Figure de l'extrême droite sioniste et nouveau ministre de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir n'est pas connu pour être un homme de paix. Il est doté d'un port d'armes et il n'hésite pas à brandir son pistolet lors de manifestations à Al-Quds Est.
Comme il y a près de 3 mois, dans un quartier d'Al-Quds Est, en plein affrontement entre les forces de l'ordre sioniste et les jeunes palestiniens, le député d'extrême droite demande à la police sioniste d'ouvrir le feu sur les lanceurs de pierres. Avocat de formation, Itamar Ben-Gvir est devenu député en avril 2021, après des années à militer au sein de l'extrême droite. On ne compte plus les provocations du représentant de l'extrême droite religieuse, identitaire et raciste, ni ses propos anti-palestiniens. Son parti Force juive est issu d'une formation politique interdite dans les années 90 pour incitation au terrorisme. Son programme est simple, expulser les citoyens arabes dans les territoires sionistes, instaurer une théocratie et annexer toute la Cisjordanie occupée, où vivent 2,9 millions de Palestiniens. Pour Itamar Ben-Gvir, l'idée même de la création d'un État palestinien est une hérésie. Il n'hésite pas à directement défier les autorités palestiniennes comme il vient de le faire en se rendant dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa, quitte à provoquer un nouvel embrasement. Nous vous le disions en titre, 9 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un double attentat à la voiture piégée mardi dans la localité de Mahas, dans le centre de la Somalie. Selon des médias citant des sources sécuritaires et des témoins de l'attaque attribuée aux éléments du groupe terroriste Shebab a été menée dans cette localité de la province de Iran où a débuté il y a plusieurs mois une vaste offensive contre les insurgés. Actualité continentale, toujours, le Burkina Faso a été exclu de l'AGOA, une loi américaine permettant aux pays d'Afrique d'exporter vers les États-Unis sans payer des taxes douanières en mars dernier, suite au coup d'État du mois de janvier. Les États-Unis avaient déjà mis fin au Millennium Challenge Account, un programme de coopération économique et d'investissement qui représentait environ 500 millions de dollars pour le Burkina Faso. Ouagadougou est également exclu du programme régional du MCA d'un montant similaire. Économie. Le Venezuela prêt à normaliser ses relations avec les États-Unis. Le président Nicolás Maduro affirme vouloir entamer un processus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires et politiques avec la Maison-Blanche. Le Venezuela avait coupé tout échange avec Washington en 2019. Les détails avec Mohamed Ouali Ben Chaban. Après plusieurs mois de crise, les signes de réchauffement des relations bilatérales entre le Venezuela et les États-Unis se multiplient après avoir été rompus en 2019. Caracas appelle Washington à tourner la page du passé et fait le premier pas pour apaiser les tensions malgré l'embargo et les sanctions économiques imposées sur le pays au bord d'un gouffre financier. Nous sommes prêts pour des dialogues au plus haut niveau, pour des relations de respect. J'espère qu'un rayon de lumière parviendra à ces États-Unis d'Amérique du Nord pour qu'ils tournent la page, laissent de côté cette politique extrémiste et parviennent à des politiques plus pragmatiques vis-à-vis du Venezuela. Pour remplacer l'énergie russe, les États-Unis se tournent vers le Venezuela. Washington avait déjà donné son accord à l'énergéticien Chevron afin de reprendre partiellement ses extractions d'hydrocarbures dans le pays, ce qui représentait une première entorse à l'embargo sur le pétrole vénézuélien imposé par Washington. Le Venezuela garde ses portes ouvertes avec des conditions spéciales pour l'investissement, pour la production ou la stabilité politique, avec une stabilité sociale, donc c'est un bon pas. Avant la rupture des relations, le Venezuela exportait la quasi-totalité de sa production pétrolière vers les États-Unis. Pour un retour à la normale des relations, le président Nicolás Maduro plaide pour une levée totale des restrictions financières imposées à son pays. Conflit en Ukraine, selon Moscou, la frappe ukrainienne sur Makivka a fait 89 morts, selon un nouveau bilan annoncé par la Russie. Le nombre de victimes dans les rangs russes, initialement estimé à 63, a été revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans les ruines d'un bâtiment. Suite à cette frappe, des habitants de la ville de Samara en Russie se sont rassemblés et déposé des fleurs en hommage aux troupes russes tuées à Makivka.
Le gouverneur de la région de Samara, Dimitri Azarov, a déclaré que parmi les personnes tuées et blessées se trouvaient des militaires de notre région. Il a assuré que la région fournira une assistance complète pour le traitement des blessés. Et aux États-Unis, les élus de la Chambre américaine des représentants n'ont toujours pas élu un président lors d'une séance au Congrès. Plongés dans l'incertitude par de fortes tensions dans les rangs républicains, les votes ont été suspendus. Grand favori pour remplacer Nancy Pelosi, Kevin McCarthy, élu de la Californie, n'était pas parvenu après 3 votes successifs. Pour rappel, ce blocage parlementaire ne s'est pas produit depuis un siècle. Pékin condamne l'imposition de tests Covid par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine. Une mesure qui pourrait, selon le gouvernement chinois, entraîner des contre-mesures en représailles. Nous sommes prêts à renforcer la communication avec la communauté internationale et à travailler dur ensemble pour vaincre l'épidémie. Dans un même temps, nous pensons également que certains pays ont mis en place des restrictions à l'entrée visant uniquement les voyageurs. Cela est dénué de base scientifique et certaines pratiques sont inacceptables. Nous nous opposons avec fermeté à toute tentative de manipuler les mesures de prévention épidémique dans le but d'atteindre des objectifs politiques. Nous prendrons des contre-mesures selon le principe de réciprocité. Des centaines de sauveteurs bataillent depuis le 1er janvier 2023 pour secourir un enfant de 10 ans coincé dans un trou de 35 mètres de profondeur sur le chantier de construction d'un pont dans le sud du Vietnam. Tai Liao Nam cherchait apparemment de la ferraille quand il est tombé dans un pilier creux en béton d'à peine 25 cm de large, coulé pour construire un nouveau pont dans la province méridionale de Don Thap. Sport football, nous sommes à moins de 2 semaines du début du CHAN 2022, une compétition qu'accueille l'Algérie et à laquelle 18 nations participent. Les détails avec Salah Faisal. À 10 jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022, la pression monte pour les 18 sélections participantes au tournoi. L'Algérie est prête à accueillir ses hôtes. L'Algérie durant le CHAN exposera sa beauté, sa nature, ses nouvelles infrastructures, le football, le talent, la fraternité. Les fans du football dans le pays ont déjà commencé à acheter leurs billets de phase de poule à partir de la plateforme Tadkirati. Le CHAN Algérie 2022 n'a pas de favori. Les 18 nations rêvent, rien n'est impossible. Les Mozambicains sont les premiers à mettre les pieds à Alger. Versés dans le groupe A avec l'Algérie, l'Éthiopie et la Libye, la délégation du Mozambique est arrivée à Alger vendredi 30 décembre 2022. 23 joueurs convoqués par le coach Chiquinho Condé. La sélection algérienne est seulement à sa 2e participation. Le sélectionneur Majid Bougra a convoqué 28 joueurs. Les Verts ont entamé leur stage lundi 2 janvier pour préparer le CHAN. L'Algérie affrontera en amical les Black Stars le 7 janvier. La délégation de l'équipe ghanéenne a relié Alger ce mardi. Ils évoluent dans le groupe C, à Constantine, au stade Chahid Hamlaoui, en compagnie du Maroc, le Soudan et Madagascar. D'autres pays ont opté pour un stage en Tunisie afin de préparer le CHAN avec des matchs amicaux au programme, à l'image du Mali, Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Ouganda et l'adversaire de l'Algérie au match d'ouverture, la Libye. Les autres sélections africaines participant au tournoi réservé aux joueurs locaux sont attendues en Algérie début de semaine. C'est avec le sport qu'on arrive à la fin de cette édition. Excellent après-midi à tous.